Bonjour Pierre. Je voudrais poser une question. Il y a ce signe TDAH, ça représente quoi au niveau de la pathologie? Qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement, donc nous en parler? Oui. Alors, TDAH, ça signifie trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et l'intérêt de ce terme, enfin cet acronyme, ces 4 lettres, c'est de rappeler que le problème principal, initial, c'est un déficit d'attention, dont il peut découler ensuite des manifestations secondaires, visibles, envahissantes, dérangeantes, comme l'hyperactivité. Mais le phénomène, au départ, c'est un déficit de l'attention. Et ça peut débuter à quel âge, ce genre de choses? En fait, quand on reprend les histoires des cas les plus classiques, les plus typiques, on retrouve très clairement, dès l'âge de la marche, 12 mois, 15 mois, dès 18 mois, les parents disent c'était quand même un petit peu différent. Jusqu'à la maternelle, on a dit il est plein de vie, il est remuant, il est ceci, cela, et puis les problèmes ont commencé à se poser en grande section, au CP, quand il a fallu arrêter de gesticuler, se tenir un peu tranquille et faire les exercices. Et là, c'est devenu impossible, et puis très rapidement, les enseignants ont alerté la famille, et l'enfant a eu des punitions, il a été rejeté de ses camarades, et très rapidement, vers l'âge de 6-7 ans, CP-CE1, l'enfant se met à vivre un cauchemar parce qu'il dérange aussi bien à la maison qu'en classe, au club de foot et partout. Et sa vie devient très difficile. Et pour la famille aussi. Et pour la famille aussi, oui. On récupère très souvent des parents vers le CE1, CE2 qui sont au bord de la crise de nerfs, comment dire. Alors, une question, puis après on parlera de la thérapie. L'évolution. Alors l'évolution du trouble non pris en charge, non traité, est grave. En fait, l'hyperactivité et l'impulsivité qui découlent du déficit d'attention, qui sont une sorte de réponse un peu inadaptée au fait de s'agiter pour combler la difficulté à finir ce que l'on commence, devient envahissante, empêche les enfants de progresser dans leurs apprentissages. Ce sont des enfants qui, par définition, se sont normalement intelligents, mais on arrive très rapidement à l'échec scolaire, et avec des comportements des parents qui rejettent les enfants, donc il en découle une dévalorisation de l'enfant, qui se désinvestit de sa scolarité et des études alors qu'il en a les capacités. Et on a ensuite une évolution à l'adolescence et à l'âge adulte vers des comportements que je qualifierais de récompense immédiate, voire d'addiction. Et on sait qu'il y a un penchant pour les comportements addictifs dans ce trouble s'il n'est pas traité. Et donc surtout, j'allais dire, même sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, le retentissement majeur, c'est une non-insertion et un non-épanouissement dans un projet personnel, académique, professionnel, etc. Donc les répercussions, les retentissements de ce trouble précoce et fréquent sont graves. Alors, puisqu'on parle de traitement, je posais une question un petit peu insidieuse, piège. Est-ce qu'il y a une place pour l'hypnose dans cette thérapie, dans les thérapies de TDAH? Tu peux nous donner un petit peu... Eh bien oui, effectivement, nous avons beaucoup investi ce domaine depuis maintenant 4 ou 5 ans, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une place absolument essentielle pour l'hypnose dans la prise en charge de ces jeunes patients, parce que, en fait, le médicament que nous utilisons, qui est intéressant, qui s'appelle le méthylphénidate, et qui est un stimulant de l'attention, eh bien, ce n'est pas un traitement qui est curatif. C'est un traitement qui compense, qui est un compensateur en quelque sorte, mais du jour où on l'arrête, le niveau d'attention redescend à son niveau anormal de base. Donc, ce traitement est une béquille qui souvent sauve les scolarités de ces enfants, mais qui en aucune manière ne leur permet d'atteindre seuls une autonomie qui leur permet de s'épanouir dans la vie. Et c'est en faisant le constat depuis des années, en suivant des centaines d'enfants et de familles ayant ce trouble, parfaitement bien analysé et diagnostiqué, j'en profite pour dire qu'un des éléments principaux de la bonne prise en charge du patient TDAH, c'est d'établir un diagnostic solide avec
des bilans faits par des professionnels. On ne peut absolument pas se contenter de quelques questionnaires avec des croix que l'on coche, parce que ce sont des questionnaires qui sont intéressants d'orientation, mais qui n'ont pas de valeur de diagnostic. Et il faut absolument avoir une évaluation sérieuse de l'attention par un psychologue scolaire ou un neuropsychologue. Mais quand on a fait le diagnostic, quand on a utilisé le traitement médicamenteux chez les enfants qui en ont vraiment besoin, ils n'en ont pas tous besoin, eh bien, on s'aperçoit qu'on sauve à peu près la scolarité, mais qu'en aucune manière, on ne permet à l'enfant d'accéder à une ambition. Et on se retrouve, moi je me suis retrouvé pendant des années avec des jeunes qui me disaient « j'aimerais bien faire ça plus tard, oui c'est vrai, j'aimerais bien faire ce métier-là plus tard, mais ça sert à rien que j'essaye, j'y arriverai jamais, je suis nul. » Et on a fait le constat, moi j'ai fait le constat pendant des années, de me dire le traitement médicamenteux sauve des situations, mais ne règle pas tout, loin s'en faut. Et comment pourrions-nous faire pour nous débarrasser du « je suis nul » qui bloque complètement les enfants dans l'épanouissement de leur talent? Je t'interromps un petit peu, je vais te poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté l'hypnose dans ta pratique du traitement de TDAH? Pour moi, à titre personnel, en tant que praticien, c'est une révolution. Ne serait-ce que par le fait que, d'abord, les résultats sont spectaculaires, reproductibles, ils ne dépendent pas de moi puisque d'autres collègues dans mon équipe le font et les résultats sont les mêmes. Et donc, pour nous, c'est une satisfaction d'avoir des résultats bien meilleurs qu'avec la seule prise en charge médicamenteuse. Mais surtout, la principale avancée, c'est que le sujet, le jeune, l'adolescent, devient acteur de sa guérison et de son autonomisation. Et ça change tout. Ça change tout. Et effectivement, maintenant, nous avons maintenant plus de 35 familles, 4 ans de recul, nous passons nos semaines à dire au revoir à des jeunes de 18 ans que nous avons accompagnés de 6 à 18 ans, pendant un coaching thérapeutique pendant 12-13 ans, et qui à 18 ans sont nantis d'un projet personnel qui leur tient à cœur, débarrassés de la casquette de malade, sans médicaments, et bien dans leur basket. Et maintenant, je sais suffisamment que je peux arriver à ça, grâce à l'hypnose notamment, ce qui me permet de le dire aux parents et de leur dire, dès l'âge de 6-7 ans, je leur dis, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 18 ans, à 18 ans, on va faire ce process, on connaît les étapes, et à 18 ans, votre enfant sera débarrassé du statut de malade et aura un projet en main pour lequel il se sentira les capacités. Et ça, c'est grâce à l'hypnose. Il n'y a aucun médicament qui change la confiance en soi. Alors, une autre question, le mot hypnose, je sais, ça fait très peur. Comment tu peux parler, annoncer aux parents, ou même à l'enfant, que tu fais de l'hypnose? Quelle est ta position face à ça? Comment tu arrives à le faire? Parce que ça fait très peur, malheureusement. Alors, assez étonnamment, d'abord, les familles à qui nous en parlons nous connaissent. Ça fait déjà plusieurs années qu'on suit l'enfant, qu'on leur a montré à quel point on était attentif à leur parcours et à l'objectif que l'on s'était fixé. Et on leur a expliqué très tôt qu'à un moment donné du parcours, à peu près au moment du collège, nous ferions de l'hypnose. En l'occurrence, c'est très court, c'est 6-7 séances espacées de 15 jours pendant 3 mois. Donc en 3 mois, on change le je suis nul, on se débarrasse du je suis nul, et ensuite, quand le jeune est après le brevet des collèges et qu'il commence à réfléchir à son projet, ce qu'il veut faire, les études qu'il veut poursuivre, etc., là, on va chercher ce que j'appellerais les ressources motivationnelles, parce que, comme tu le sais, Jean-Claude, la motivation est le stimulant naturel de l'attention le plus puissant. Alors justement, encore une question, je ne vais pas dire de néophyte, mais tout comme ces enfants qui sont hyperactifs et agités, comment perçoivent-ils, eux, l'hypnose? Oui, alors effectivement, je n'ai pas tout à fait bien répondu à la question, mais les parents ne sont pas très inquiets. On leur explique pourquoi on l'utilise, à quoi ça sert. Ils voient qu'on connaît notre affaire. Les jeunes sont un peu amusés au début de savoir ce qui va se passer. Très rapidement, ils en voient pas le bénéfice, parce que ça met un peu de temps à leur apparaître, mais
ils sont assez attirés par le fait de participer à l'aventure et de ne pas prendre un même médicament qu'on leur donne simplement et puis voilà, et de participer à la construction de leur autonomisation. Et en fait, on a la peur. En fait, c'est pas vraiment un problème parce que les gens voient qu'on sait de quoi on parle, on sait faire, etc. Et je dirais que l'enjeu, c'est que le témoignage des parents, après, c'est de dire, en fait, si je devais résumer un petit peu le témoignage des parents, c'est de dire, c'est curieux parce que on a l'impression que ça se serait produit tout seul. C'est une maturation qui s'est faite, qui finalement se serait faite, mais grâce à l'hypnose, ça s'est fait 5 ans plus tôt. Et au lieu que cette maturation n'arrive qu'à 22, 23, 25, elle arrive à 17, 18. Ça change tout. Oui. Ça change tout. Alors, autre question un petit peu spéciale. Quelle est la position de la profession de praticien de TDAH face à l'hypnose? Comment l'accueille-t-il? Pour le moment, avec un petit peu de circonspection, on va dire, probablement parce que le corps médical n'est pas encore suffisamment formé à la pratique de l'hypnose dans les soins. Ce sont souvent les patients qui suggèrent de dire « et si on faisait de l'hypnose ?» Donc je dirais qu'il y a une partie de la profession qui est un peu hésitante, mais par manque de connaissances. Les jeunes médecins en formation, notamment les jeunes pédiatres, sont très intéressés. Et moi, j'ai tout le temps des jeunes étudiants qui viennent à mes consultations et qui comprennent très rapidement qu'il y a là une manière d'exercer le soin qui est très intéressante. D'accord, je pense que je te remercie. Je pense que ça éclaire quand même pas mal de choses parce que c'est vrai que moi, je suis pédopsychiatre, mais cette approche de TDAH, c'était pas un petit peu pratique l'hypnose, mais quand on en a parlé, j'ai trouvé que c'était quand même assez extraordinaire. Là, tu as affiné un petit peu toutes mes connaissances aussi. Et je te remercie. Merci Voilà, en tout beaucoup. cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.